23 des meilleurs tireurs d'élite américains étaient morts, tous chassés et exécutés de la même manière par un ennemi qu'ils n'avaient jamais vu arriver. La solution au massacre ne viendrait pas d'un général, mais d'un soldat désespéré, sur le point de briser toutes les règles avec un stratagème considéré comme stupide. Metz, France, novembre 1944. La ville était une forteresse, un labyrinthe de béton et d'acier transformé par la Wehrmacht en plus de 200 points de défense interconnectés. Pour la 5e division d'infanterie américaine, prendre Metz était comme essayer d'avaler un porc-épic entier. Chaque rue, chaque fenêtre, chaque tas de décombres cachait la mort. Et au sommet de la chaîne alimentaire de cet enfer urbain se trouvaient les Scharfschützen, les tireurs d'élite de l'armée allemande. Ils étaient des fantômes, des maîtres du camouflage et de la chasse patiente, et ils menaient une guerre particulière et brutale contre les tireurs d'élite américains. Une guerre qu'ils gagnaient de manière décisive. Le soldat de première classe Michael Donovan, âgé de 22 ans, était déjà un vétéran endurci par 6 mois de combat. Avec 14 morts confirmés, il était bon. Mais à Metz, être bon ne suffisait pas pour rester en vie. Le problème n'était pas son fusil M1903 Springfield, un outil de précision mortel capable de frapper une cible à 800 mètres. Ce n'était pas sa formation à Fort Benning, où il avait obtenu son diplôme en premier de sa classe, un prodige au nerf d'acier. Le problème était une équation tactique simple et mortelle que les Allemands avaient perfectionnée avec une efficacité terrifiante. Ils le voyaient toujours en premier. Les tireurs d'élite allemands opéraient selon une technique diabolique, connue sous le nom de position double. Ils préparaient 2 nids de tir, séparés par 30 ou 50 mètres, souvent à des étages différents du même bâtiment ou dans des bâtiments adjacents. De l'un, ils tiraient, et avant que la fumée du canon ne se dissipe, avant que l'écho du coup de feu ne meure dans les rues détruites, ils se déplaçaient déjà vers le second, prêts à tirer à nouveau sous un angle complètement différent. Pour un tireur d'élite américain comme Donovan, c'était un cauchemar tactique. Il avait besoin de 12 à 15 secondes précieuses pour localiser une cible, calculer la distance, ajuster le vent et appuyer sur la gâchette. Les Allemands avaient besoin du même temps, mais la différence fatale était que lorsque Donovan trouvait sa mire, l'Allemand l'observait depuis des minutes, patiemment comme une araignée dans sa toile. Le chasseur américain devenait la proie à l'instant où il regardait à travers sa propre lunette. Les mathématiques étaient cruelles et écrites avec du sang. Pour chaque tireur d'élite allemand éliminé, 2 Américains perdaient la vie. 23 funérailles, 23 lettres envoyées à la maison, à des mères et des épouses qui ne comprendraient jamais comment les meilleurs tireurs de leurs unités avaient été tués en cherchant des cibles qu'ils n'avaient jamais vues. Le moral parmi les tireurs d'élite se désintégrait, remplacé par un fatalisme sombre. La guerre de Donovan était personnelle, une galerie de fantômes qui le hantait. Il ne comptait pas les morts en chiffres, mais en noms. Le premier fut le caporal James Bradley, un garçon de ferme du Nebraska au sourire facile, qui lui avait dit une fois qu'il pouvait toucher un lapin qui courait à 200 mètres avec un vieux fusil. Le 18 octobre, Bradley balayait la façade d'une usine avec sa lunette quand une balle d'un Mauser de 7,92 mm le frappa à la tête. Mort instantanée. Donovan n'avait même pas vu l'éclair du coup de feu. Il avait seulement entendu le craquement sec et le bruit du corps de son ami tombant à ses côtés. Le chasseur allemand les avait vus, avait visé et tiré avant qu'ils ne sachent qu'ils étaient observés. Le second fut le soldat de première classe Robert Chen de San Francisco. Des mains fermes, des yeux d'aigle, 12 morts à son actif. 2 jours après s'être joint à Donovan, Chen observait une ligne de tranchée. La balle le frappa à la poitrine. Il vécut 40 minutes d'agonie, s'étouffant dans son propre sang, tandis que Donovan tentait vainement d'arrêter l'hémorragie, criant après un médecin qui arriva trop tard. Le tireur d'élite allemand était à 350 mètres, caché dans les décombres. Quand Donovan localisa enfin la position, le fantôme avait disparu depuis longtemps. Le commandement supérieur, éloigné de la réalité brutale du combat urbain, émettait les mêmes ordres inutiles, lus lors de briefings par des officiers au visage propre, qui n'avaient jamais regardé à travers une lunette sous le feu ennemi. Restez mobile, changez de camouflage. Mais aucun de ces ordres n'abordait le problème fondamental, le paradoxe mortel du tireur d'élite. Pour trouver son ennemi, il devait regarder à travers une lunette de 8 fois d'agrandissement. Et ce faisant, son champ de vision se rétrécissait à seulement 8 degrés. C'était comme regarder le monde à travers une paille. Tout le reste, les flancs, l'arrière, les 352 degrés restants, devenaient un point aveugle, invisible. Et c'était dans ce point aveugle que les tireurs d'élite allemands vivaient, chassaient
et tuait. Après la mort de Chen, quelque chose en Donovan se brisa. Le deuil fit place à une obsession froide et analytique. Pendant 3 nuits consécutives, il ne dormit pas, refusant la nourriture et ignorant les tentatives de ses camarades de peloton de converser. Caché dans le sous-sol d'un hôtel bombardé qui servait de quartier général improvisé, il devint un reclus, entouré de ses démons et de ses diagrammes. Il revoyait chaque affrontement, chaque mort, chaque seconde de chaque bataille perdue, revivant les moments dans son esprit jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi réels que le froid qui pénétrait ses os. Il dessinait des cartes sur des boîtes de rations vides, utilisant du charbon du feu pour tracer les positions, les angles de tir, les lignes de visée. Il n'était pas un ingénieur, ni un stratège formé à West Point, mais il était un maître dans son métier, et son métier était la géométrie de la mort. Il arriva à une conclusion terrifiante et inévitable, une vérité qui semblait un blasphème. Pour un homme dont la vie dépendait de sa mire, l'outil qui aurait dû lui donner un avantage, sa lunette était la cause même de sa vulnérabilité. La lunette était sa force et sa faiblesse, sa fenêtre sur l'ennemi, et le rideau qui le cachait du danger réel. Il se sentait comme un cyclope, avec une vision puissante mais singulière, aveugle à tout le reste. Comment pouvez-vous voir les menaces que vous ne cherchez pas ? Comment observer vos arrières en balayant l'horizon devant vous ? Comment survivre quand l'ennemi vous voit toujours en premier ? La réponse ne vint pas d'un manuel de terrain ou d'un briefing de renseignement. Elle vint de son kit de rasage. Dans la madrugada froide du 2 novembre, en se nettoyant le visage avec de l'eau glacée dans un casque retourné, il regarda son reflet dans un simple miroir en métal poli. 10 à 15 cm, équipement standard de l'armée. Ses yeux étaient enfoncés, la barbe non rasée, le visage d'un homme beaucoup plus vieux que ses 22 ans. En regardant son propre reflet, il vit par-dessus son épaule le reflet de la porte sombre du sous-sol derrière lui. Alors, l'idée le frappa non pas comme un murmure, mais comme un choc électrique, une épiphanie née de l'épuisement et du désespoir. Une idée tellement simple, tellement peu orthodoxe, qu'elle frôlait l'absurde. Un miroir. Il pourrait monter le miroir sur son fusil pour lui donner une vision périphérique en regardant à travers la lunette. Il pourrait l'utiliser pour observer ses flancs, son arrière, ses points aveugles, tout avec un simple détournement du regard, sans bouger la tête, sans révéler sa position. C'était de la folie. C'était complètement contraire au règlement. Modifier un équipement de précision sans autorisation était un crime militaire. Au mieux, il serait rétrogradé et transféré à l'infanterie. Au pire, il ferait face à une cour martiale et à une libération déshonorante. Mais le visage de Bradley, le son de Chen haletant pour respirer, c'étaient des réalités plus terrifiantes que n'importe quelle punition militaire. 23 tireurs d'élite étaient morts. Donovan refusait d'être le numéro 24. Cette même nuit, il commença à travailler. L'hôtel en ruine était son laboratoire. L'odeur de fumée et de cordite était l'air qu'il respirait. Dans un coin silencieux du 3e étage, à la lumière vacillante de sa lampe de poche, il monta son atelier improvisé sur une table faite de débris. Il retira son précieux Springfield de sa boîte. De son sac à dos, il sortit le miroir de rasage, légèrement rayé, plus fonctionnel. Ses hosties n'étaient pas ceux d'un armurier, mais d'un soldat désespéré. Du ruban adhésif noir prélevé sur un fil de signalisation, un couteau de combat et une pince. Le défi était de positionner le miroir. Il devait être visible dans sa vision périphérique, tandis que son œil était collé à la lunette, mais ne pouvait pas interférer avec le fonctionnement du fusil ou sa ligne de visée principale. Trop haut, et il devrait bouger l'œil. Trop bas, et cela bloquerait sa vision. Trop en avant, et l'angle serait inutile. Pendant 20 minutes, il testa les positions, simulant la visée, sentant l'équilibre de l'arme. Finalement, il trouva le point parfait sur le côté gauche de la lunette, incliné à 45 degrés, environ 20 cm devant la position de son œil. De là, il pouvait voir le reflet de ce qui était derrière lui avec un simple mouvement oculaire. Ses mains tremblaient tandis qu'il commençait l'installation. Le froid de la nuit et la peur d'être découvert se mêlaient à l'adrénaline de l'invention. Chaque bruit résonnait dans le silence du bâtiment détruit. Le son du ruban déchiré, le clic du métal. Si un officier le trouvait, tout serait terminé. L'installation fut un processus frustrant de 40 minutes. Le ruban glissait, le miroir ne cessait de glisser. 2 fois, il tomba au sol avec un bruit qui fit s'accélérer son cœur. Mais l'image de Chen mourant le poussait. Chen regardait vers l'avant quand le coup de feu vint de côté. Si Chen avait eu un miroir, il pourrait être vivant. Finalement, le montage devint ferme. Il testa,
regarda à travers la lunette, se concentrant sur un point imaginaire sur le mur opposé, détourna le regard vers la gauche. Le miroir montrait la porte, le couloir derrière lui. Tout son arc arrière fonctionnait. La modification était grossière, ce n'était clairement pas un équipement d'usine, mais c'était le sien, c'était sa chance. À 4h45 du matin, le travail était terminé. Dans 5 heures, il serait dans une nouvelle position, dans un secteur industriel contrôlé par des tireurs d'élite allemands, où 3 Américains étaient morts la semaine précédente. Et il testerait si un simple miroir de rasage pouvait changer les probabilités de survie. À 6h47 du 3 novembre, la lumière grise du matin s'engratterait à travers les ruines d'une boulangerie. L'air était lourd, sentant la brique pulvérisée et le pain moisi. Donovan et son nouveau partenaire, le soldat San Martinez, s'installèrent dans une pièce au 2e étage. Martinez, un Texan de 19 ans aux bons instincts mais encore avec la peur fraîche dans les yeux, avait remarqué l'étrange appendice sur le fusil de Donovan. « À quoi ça sert ?» demanda-t-il, sa voix un murmure. Donovan, ajustant sa position, répondit avec un seul mot qui portait le poids de semaines de pertes. La survie. Martinez ne posa pas d'autres questions. Leur cible était un complexe d'usines à 400 mètres de distance, un paradis pour les tireurs d'élite, rempli de fenêtres brisées et de tas de décombres qui ressemblaient aux mâchoires d'un monstre mort. Quelque part là-bas, les fantômes allemands attendaient. Donovan s'installa derrière le Springfield, l'œil pressé contre l'oculaire froid de la lunette. L'agrandissement de 8 fois amena l'usine à une mise au point nette et dangereuse. Il commença son balayage méthodique de gauche à droite, un processus lent et tendu, comme désamorcer une bombe avec les yeux. Le champ de vision était claustrophobe. C'était exactement cette vision en tunnel qui avait tué Bradley et Chen. Mais maintenant, Donovan avait son secret. Tandis que ses yeux se concentraient sur l'usine, son esprit était conscient de la petite fenêtre de reflet dans sa vision périphérique. Le miroir montrait la rue derrière eux, les bâtiments de l'autre côté, leurs flancs vulnérables. Ce n'était pas une vision parfaite. L'image était petite et légèrement déformée, mais c'était infiniment mieux que la cécité totale. À 7h23, il vit un mouvement au 3e étage de l'usine. Une ombre sombre se déplaçant derrière une fenêtre brisée. Humain, lent, prudent, un professionnel. Probablement un tireur d'élite en train de prendre position. Donovan calcula la distance, 410 mètres, vent calme, un tir facile dans les circonstances normales. Son doigt commença à appliquer la première pression douce sur la gâchette, sentant la résistance familière. C'est alors qu'il vit quelque chose d'autre. Non pas à travers la lunette, mais dans le miroir. Un éclair de mouvement, un déplacement d'ombre qui n'appartenait pas à l'environnement derrière lui, de l'autre côté de la rue. Dans un bâtiment qu'il avait déclaré sûr seulement 1 heure auparavant. Son cœur martelait contre ses côtes, un tambour en panique. Il ne bougea pas la tête, n'altéra sa posture d'aucun millimètre, gardant le fusil fermement pointé vers l'usine. Tout mouvement brusque serait sa condamnation à mort. Mais son attention se détourna vers le reflet. Là se trouvait la fenêtre du 3e étage, le canon d'un fusil, le reflet incontestable d'une lunette. Un tireur d'élite allemand visait directement sa position. Il les observait probablement depuis des minutes, attendant le moment parfait pour tirer. Le moment où Donovan serait complètement concentré sur une autre cible. C'était le scénario exact de la mort de Bradley, concentré sur une cible devant, sur le point d'être exécuté par un tireur qu'il n'avait jamais vu. Mais cette fois, Donovan vit. Le miroir avait révélé le fantôme. Une vague de clarté glacée balaya sa panier. Sans donner aucune indication qu'il avait détecté la menace, il chuchota à Martinez avec un calme terrifiant, les paroles sortant sans bouger les lèvres. « Tireur d'élite allemand, bâtiment derrière nous. 3e étage, fenêtre de gauche. Nous visons maintenant. » Martinez, entraîné à réagir à la voix de commandement de Donovan, se déplaça avec une lenteur délibérée qui démentait l'urgence de la situation. Son fusil M1 Garand se levant pour trouver la cible. « Je vois », chuchota Martinez en retour, sa voix tendue. Le piège était tendu, mais cette fois les chasseurs étaient les Américains. « À mon compte, » dit Donovan, sentant le monde ralentir. Chaque battement de cœur, un gong. Je prends celui de l'usine. Vous prenez celui de derrière. 1. 2 coups de feu retentirent comme un seul. Un tonnerre qui déchira le silence du matin. Le Springfield de Donovan claqua. À 410 mètres. Le soldat allemand à l'usine fut projeté en arrière. Un impact à la poitrine disparaissant de la fenêtre. Au même instant, le garand de Martinez rugit. La balle de 306 perfora le cadre de la fenêtre derrière eux. Le tireur d'élite allemand tomba en avant, mort. 2 coups de feu, 2 morts. 5 secondes au total.
Le silence qui suivit fut brisé seulement par le son de Donovan éjectant la douille vide et par la respiration haletante de Martinez. « Cet Allemand allait te tuer », dit Martinez, l'adrénaline dans sa voix. « Il était sur toi, comment l'as-tu vu ?» Donovan toucha simplement le miroir avec son index. À ce moment, la théorie devint réalité. La survie avait un nouveau nom. Ce matin-là, l'équipe de Donovan élimina 6 tireurs d'élite allemands sans subir une seule perte. 4 pour Donovan, 2 pour Martinez. Chaque affrontement suivit le même schéma. Donovan localisait une cible, mais avant de tirer, il vérifiait le miroir. 3 fois, le miroir révéla des tireurs d'élite allemands tentant de les flanquer. 3 fois, Martinez élimina la menace latérale, tandis que Donovan s'occupait de la cible frontale. La tactique de position double des Allemands fut neutralisée, et la conscience à 360 degrés fournie par le miroir les rendit inembuscadables. À la tombée de la nuit, la nouvelle se répandit comme un feu parmi les équipes de tireurs d'élite américains. 6-0. Comme Martinez le raconta à propos du miroir. Cette nuit-là, 3 autres tireurs d'élite cherchèrent Donovan. Le sergent Frank Wilson, un chasseur du Montana qui avait perdu 2 partenaires à des tirs de flanc, fut le premier. « Montre-moi comment », dit-il. L'innovation née du désespoir devenait une révolution silencieuse. Le 8 novembre, Donovan était devenu l'armurier non officiel des anges gardiens du bataillon. Il installa des miroirs sur 9 fusils. La modification se propagea organiquement d'un tireur d'élite désespéré à un autre. Ils utilisaient ce qu'ils pouvaient trouver, du verre brisé, du métal poli d'un pare-choc de Jeep, du chrome de véhicules détruits. La perfection n'importait pas, seulement le reflet. La marée tourna de manière dramatique. En octobre, le ratio des pertes était de 2 tireurs d'élite américains pour chaque Allemand. À la mi-novembre, c'était 4 Allemands pour chaque Américain perdu. La révolution de Donovan sauvait des vies. L'officialité, cependant, prit inévitablement connaissance. Le 10 novembre, le capitaine Robert Rees, commandant du peloton de tireurs d'élite, un homme de manuel et de règlement, inspecta la position de Donovan. Il vit le miroir. Le silence fut long et lourd, chargé de désapprobation. « Qu'est-ce que c'est que ça, soldat ?» demanda-t-il, sa voix tranchante. L'estomac de Donovan se retourna. C'était la fin. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Martinez intervint en parlant rapidement, expliquant tout. La tactique, l'efficacité, les noms des hommes dont les vies avaient été sauvées ces derniers jours. Rees écouta en silence, puis examina la modification, regarda à travers la lunette, puis vers le miroir. Sur son visage, la rigidité du règlement lutta contre la logique de la survie. Il comprit instantanément. Alors il dit quelque chose que Donovan n'avait jamais attendu. « D'ici demain matin, je veux que chaque fusil de précision de ce bataillon en ait un. C'est un ordre. Je m'occupe de la paperasse. Vous vous concentrez sur le maintien en vie de mes hommes. » À ce moment, l'innovation d'un rebelle devint la politique officielle du bataillon. La modification ne fut jamais officiellement sanctionnée par le haut commandement de l'armée pendant la guerre. La bureaucratie se déplace à sa propre vitesse glaciale, indifférente à l'urgence du champ de bataille. Une équipe d'évaluation d'un terrain d'essai arriva en janvier 1945. Elle testa le concept, mesura les angles, calcula les avantages et, dans son rapport officiel, recommanda un système de miroirs repensé et standardisé, omettant commodément le nom de Donovan. L'innovation fut créditée à l'équipe d'évaluation. Le capitaine Rees tenta de corriger le dossier en soumettant des rapports d'après-action qui nommaient Donovan comme l'inventeur, mais ces rapports se perdirent dans la montagne de paperasse de la guerre. Donovan s'en fichait. Le crédit ne signifiait rien. Voir Martinez et Wilson rentrer à la maison, c'était tout ce qui comptait. La guerre en Europe prit fin en mai 1945. Donovan survécut avec 47 morts confirmés. Le miroir, estimait-il, avait sauvé sa vie au moins 6 fois. Il retourna en Pennsylvanie, travailla dans une usine pendant 35 ans et parla rarement de la guerre. Sa contribution fut effacée des dossiers officiels, une note de bas de page oubliée, créditée à des comités et à l'optique améliorée. Il était un fantôme dans l'histoire qu'il avait lui-même changé. Ce n'est qu'en 1987 qu'un historien militaire, recherchant des dossiers de maintenance, trouva des références à des miroirs improvisés et au nom d'un soldat de première classe, Donovan. Il retrouva les vétérans. Il trouva Martinez, maintenant un policier à la retraite à Houston, qui raconta toute l'histoire. Il trouva Wilson. Il trouva Donovan. Alors, à 67 ans, visant une vie tranquille. L'historien estima que la simple modification de Donovan avait probablement sauvé entre 40 et 60 vies de tireurs d'élite américains. Donovan dit simplement qu'il se souvenait des hommes qui étaient rentrés.
C'était suffisant. Michael Donovan décéda en 2001. Son nécrologie mentionnait son service à la guerre, mais pas le miroir. Mais au musée d'infanterie à Fort Benning, il y a un Springfield modèle 1903 en exposition. Attaché à sa lunette, se trouve un petit miroir rudement fixé avec du ruban adhésif noir. L'étiquette le décrit comme une modification de terrain courante. À la fin de 1944, sans nom, sans crédit. Mais ce miroir est le véritable héritage de Donovan. La preuve que l'innovation la plus impactante à la guerre vient rarement d'un manuel ou d'un comité. Elle vient de soldats sur le terrain qui brisent les règles, non par rébellion, mais par nécessité, risquant tout, parce que leurs amis meurent et qu'ils ne peuvent simplement plus supporter de regarder.